Janvier 1925, sur un quai du New Jersey, un homme grand et mince, au regard sévère, se distingue de la foule. C'est le colonel Percy Fawcett, une légende vivante et le dernier grand explorateur de l'époque victorienne. À 57 ans, il possédait une volonté d'acier et un regard perçant qui semblait traverser le temps. Fawcett s'apprête à embarquer sur un paquebot pour faire la plus grande découverte du siècle. Pendant 20 ans, il survécut là où des armées entières avaient péri. Il lutta contre des anacondas géants, des piranhas et la fièvre tropicale, cartographiant des régions d'où aucun Européen n'était jamais revenu. On le surnommait le David Livingstone des Amazones. Et la rumeur courait que le colonel était immunisé contre la mort elle-même. Arthur Conan Doyle lui-même s'inspira de ses récits pour Le Monde perdu. Tandis que d'autres passaient des siècles à chercher l'or mythique d'Eldorado et à sombrer dans la folie rongée par la faim, Fawcett poursuivait un tout autre but. Une civilisation perdue, enfouie au cœur de la jungle. L'Amazonie demeurait aussi mystérieuse que la face cachée de la Lune. Là, des conquistadors, désespérés, mangèrent des ceintures de cuir et des fanatiques exaltés massacraient leurs propres troupes à la recherche de cités fantômes. Mais Fawcett n'était pas un simple aventurier. Fort de données scientifiques et du soutien de la Royal Geographical Society, il était certain qu'un secret, caché au cœur même de cet enfer vert, allait bouleverser à jamais notre compréhension de l'histoire. Le monde entier retint son souffle tandis que le vaisseau les emmenait vers le dernier grand secret de la planète. Les journaux du monde entier en firent grand bruit. Il s'agissait du voyage le plus audacieux et le plus périlleux de l'histoire des sciences. Fawcett ne cherchait pas seulement des ruines, mais la cité Z, le berceau d'une civilisation antique, avec ses routes pavées et ses pyramides de pierre dissimulées dans les contrées sauvages et impénétrables du Brésil. Tandis que les journalistes, dans le port d'Hoboken, tentèrent d'obtenir les coordonnées exactes, le colonel gardait un silence glacial. Il se souvenait trop bien de la tragédie du capitaine Scott, qui avait manqué le pôle Sud d'un mois seulement, et il n'avait aucune intention de laisser son triomphe à son principal rival, le millionnaire Alexander Rice. Fawcett prit un risque calculé. Au lieu d'une immense armée de porteurs et de caravanes, il n'emmena que 2 hommes, son fils Jack et son meilleur ami Raleigh Rimmel. Sa stratégie était simple et mortelle. Traverser la jungle à pied, sans rien emporter, se nourrissant uniquement de ce que la nature offrait. Il était convaincu que seul un petit groupe pouvait survivre là où des contingents entiers avaient disparu sans laisser de traces. Jack était le portrait craché de son père, un athlète d'1,83 m et un ascète qui ne connaissait aucun vice. Raleigh était un compagnon fidèle, prêt à les suivre jusqu'au bout. Tandis que le paquebot de luxe Vauban les emmenait vers les côtes d'Amérique du Sud, les jeunes gens profitèrent du confort des cabines de première classe. Mais Fawcett s'ennuyait à mourir parmi les colonnes de marbre et les conversations superficielles. Ses pensées vagabondaient déjà au-delà des frontières de la civilisation, là où l'esprit se brise avant le corps. Le colonel savait que même en cas d'échec, ce mystère resterait à jamais hors de portée de l'entendement humain. La vie à bord du paquebot semblait idyllique. Nappe d'un blanc immaculé, agneaux exquis et musique d'orchestre. Jack et Raleigh, adulés par la presse, se sentaient comme des chevaliers des temps modernes. Tandis que Raleigh flirtait avec les femmes, Jack restait absorbé par sa mission. Les femmes l'effrayaient autant que l'immensité sauvage et inconnue. Fawcett, cependant, savait que ce faste n'était que le calme avant la tempête. Alors que le navire s'éloignait des lumières scintillantes de Manhattan, le colonel cria aux journalistes sur le quai « Nous reviendrons chercher ce que nous cherchons ». Devant eux s'étendait l'Amazone, un monstre redoutable. Prenant sa source dans les Andes comme un mince ruisseau, elle se transforme, absorbant des centaines d'affluents, en une mer d'eau douce. Ce fleuve est capable d'engloutir des civilisations entières. Durant la saison des pluies, son niveau monte de plusieurs dizaines de mètres, déracinant des arbres centenaires, et durant la sécheresse, il transforme les marais en un cimetière brûlant où les piranhas s'entredévorent dans les mares asséchées. En 1925, le contact fut perdu. La disparition de l'expédition fit sensation dans le monde entier, éclipsant toutes les autres actualités. On se demandait, avaient-ils été victimes de cannibales ou avaient-ils découvert leur cité fantôme de Z? Des décennies plus tard, en 1996, de nouveaux aventuriers, menés par James Lynch, retournèrent dans cette jungle. Ils tentèrent de percer un mystère qui avait engendré plus de légendes que la quête d'Eldorado. Fawcett avait promis la grande découverte du siècle, mais il laissa au monde l'énigme la plus terrifiante de ce siècle.
Ceux qui suivirent ces traces ne trouvèrent souvent que la mort dans cet enfer vert. L'enfer vert ne se contente pas de garder ses secrets, il dévore quiconque tente de les percer. Durant les décennies de recherche menées par le colonel Fawcett à la recherche de ces forêts, des centaines d'aventuriers ont disparu sans laisser de traces. Mais en 1996, James Lynch, un banquier calculateur devenu explorateur obsessionnel, a défié l'Amazonie. Il a trouvé un indice dans de vieux documents, les coordonnées du camp de Dead Horse. Ce fut le point de départ de son aventure au cœur du Mato Grosso, où la jungle est plus vaste que la France et la Grande-Bretagne réunies. Lynch a réuni une équipe de choc, des mécaniciens, des chauffeurs expérimentés et même un anthropologue médico-légal capable d'identifier des restes humains à partir de fragments d'os. Son fils de 16 ans s'est également lancé dans ce périlleux voyage. Ils se sont équipés de GPS et de bateaux aménagés, mais l'Amazonie les a accueillis non pas avec de la technologie, mais avec une terreur viscérale. Des jarracas, serpents dont le venin transforme une personne vivante en cadavre en décomposition, rôdaient sous les roues de leur jeep. Lorsque l'expédition atteignit les rives du fleuve Singu, la tension devint palpable. En pataugeant dans l'eau, Lynch aperçut des dizaines de perdrieux qui les observaient, dissimulés dans les fourrés côtiers. Les moteurs s'arrêtèrent. Les embarcations s'échouèrent doucement sur le sable, et de l'ombre des arbres émergèrent des guerriers nus de la tribu Kwikuro, les oreilles ornées de plumes éclatantes. Un chef, le visage peint en noir, s'avança. À cet instant, Lynch comprit qu'il se trouvait au seuil d'un monde où le temps semblait s'être arrêté depuis des millénaires. Le chef Kwikuro accueillit chaleureusement les invités et leur permit de camper. Mais cette période idyllique fut de courte durée. Alors que Lynch fêtait son 42e anniversaire en nageant dans un étang avec des tortues géantes, la jungle fut soudainement secouée par des cris. Des dizaines de guerriers, le visage peinturluré, armés de lances et de vieux fusils, encerclèrent le camp. Quelques membres de l'équipage parvinrent à monter à bord d'un petit avion. Le pilote décolla tandis que les Indiens, littéralement agrippés aux ailes, tentèrent de maintenir l'appareil en l'air. Pour décoller, le pilote jeta leurs affaires et leurs documents par les fenêtres, dans la poussière soulevée par les hélices. L'avion disparut dans le ciel, laissant Lynch et son fils seuls face à la foule enragée. Ils furent embarqués de force dans des barques. Un des guerriers, brandissant un lourd bâton, leur barra la route. « Vous êtes désormais nos prisonniers à vie. » Lynch n'avait ni arme ni plan. Il serra simplement la main de son fils et murmura « N'agissez pas sans mon ordre. » Les barques glissèrent dans les étroits chenaux, s'enfonçant toujours plus profondément au cœur du lieu le plus beau et le plus dangereux de la planète. Pourquoi un banquier moderne prendrait-il un tel risque? La réponse réside dans l'obsession pour la légende de la Cité de Z. Longtemps, la science a considéré l'Amazonie comme un faux paradis, un désert verdoyant où le climat et la pauvreté du sol rendent impossible l'émergence de grandes cités. Les scientifiques affirmaient que seuls les nomades de l'âge de pierre pouvaient y survivre. Mais Lynch, inspiré par les récits de ruines mystérieuses et la disparition du colonel Fawcett, pensait autrement. Cette soif de vérité cachée transforme des gens ordinaires en fanatiques, prêts à troquer le confort de la civilisation contre un cauchemar primordial. Pendant des siècles, l'Amazonie fut considérée comme un désert verdoyant. Les scientifiques affirmaient qu'il était impossible d'y bâtir une grande civilisation. La pauvreté du sol et l'impitoyable soleil y étouffaient toute vie, transformant la jungle en une terre de famine perpétuelle. Pour survivre, les tribus ancestrales eurent recours à des mesures cruelles, infanticide et expulsion des malades. Les chercheurs décrivèrent les Indiens comme le peuple le plus arriéré de la planète, ignorant tout de l'art et incapable de compter au-delà de 3. Pour la science officielle, l'Amazonie n'était rien de plus qu'un piège mortel, un cimetière d'ambition. Mais aujourd'hui, un groupe d'archéologues révisionnistes remet en question ces idées reçues. Michael Heckenberger, qui travaille dans la mystérieuse région du Singu, est convaincu que l'homme est capable de dompter même cet enfer. C'est là, au cœur de ce territoire où des expéditions entières disparaissent sans laisser de traces, que mène la piste du colonel Fawcett. Lorsque sa femme lui demanda s'il était vraiment prêt à partir à la recherche d'une personne disparue 80 ans auparavant, il lui cacha la terrible vérité. Des centaines de personnes avaient déjà tenté cette aventure avant lui, et beaucoup avaient disparu à jamais dans les forêts. Tout commença en 1888. Le jeune lieutenant Percy Fawcett servait à Ceylan, rongé par la pauvreté et la honte de son père alcoolique qui avait dilapidé la fortune familiale.
Après avoir reçu un message concernant une grotte remplie d'or, il comprit que c'était là son unique chance d'échapper à l'étouffante société de caste. Une soif de reconnaissance transforma cet officier ordinaire en un fanatique. Ainsi naquit un rêve qui, des années plus tard, le plongerait dans un cauchemar vert dont nul n'était jamais revenu. Percy Fawcett ne cherchait pas seulement l'aventure, il fuyait l'ombre honteuse de son père. Le capitaine Fawcett était un aristocrate brillant qui avait dilapidé 2 fortunes dans l'alcool et abandonné sa famille. Sa mère, en revanche, était si froide et injuste que Percy la qualifia plus tard de presque répugnante. Pour le guérir de ses mauvais penchants, il fut envoyé dans des écoles d'élite où la moindre faute était punie de coups de canne. La société victorienne exigeait de lui une perfection irréprochable, changer de gants 6 fois par jour et réprimer tous ses instincts. Il fut entraîné à devenir une arme vivante de l'Empire. À l'académie militaire, les cadets subissaient les tortures les plus sophistiquées. Contraints de rester nus dans un froid glacial pendant des heures, ils subissaient des brûlures au fer rouge. C'est là que Fawcett apprit la leçon la plus importante. Le risque mortel est le meilleur moyen de vivre. Il devint un athlète à la détermination farouche, capable de continuer le combat même les dents arrachées. Assez lent, cet officier rigide en haut de forme découvrit soudain un monde vibrant de couleurs éclatantes. Serrant une carte au trésor contre lui, il s'aventura à l'intérieur des terres. Fawcett creusa jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'un cobra blanc fantomatique surgisse d'un trou obscur. Il ne trouva pas d'or, mais il acquit quelque chose de plus dangereux encore, la conviction que les civilisations anciennes recelaient une grande sagesse. Ce printemps-là, lorsque l'archiduc François Ferdinand arriva sur l'île, Fawcett avait enfin cessé d'être un simple soldat. Il était devenu un chasseur. Lors d'une réception donnée en l'honneur de l'archiduc François Ferdinand, Fawcett rencontra celle qui deviendrait son âme sœur. Nina Patterson était une rebelle. Elle étudiait le bouddhisme et militait pour les droits des femmes. Fawcett tomba instantanément amoureux d'elle, mais un drame familial faillit anéantir leur avenir. La mère de Percy, rongée par la haine, calomnia la jeune fille, l'accusant de dépravation. Convaincu du mensonge, Fawcett, fou de rage, rompit leurs fiançailles. Il fallut des années de séparation et la mort tragique du premier mari de Nina pour qu'ils se retrouvent. Sur son lit de mort, son époux prononça ces mots incroyables « Va épouser Fawcett, c'est l'homme qu'il te faut ». Ils se marièrent finalement en 1901. Elle le surnommait « Toutou » à cause de son emprise autoritaire, mais même son amour ne put le retenir dans la garnison. Fawcett étouffait sous le poids de l'ennui victorien. Dans sa quête de vérité, il rencontra Madame Blavatsky, la figure la plus sulfureuse de l'époque. Cette femme corpulente, qui fumait 200 cigarettes de par jour et jurait comme un charretier, se prétendait médium des Mahatmas tibétains. À l'époque où Conan Doyle était en quête d'esprit, sa théosophie fut une révélation pour Fawcett. Elle mêlait occultisme et sagesse orientale, aux offrant la clé d'un savoir secret. Fawcett en fut convaincu. Cachés au cœur de la jungle, des civilisations anciennes, dotées d'une intelligence supérieure, existaient. Désormais, il était prêt à troquer le confort de son foyer contre un risque mortel, animé non seulement par une soif de découverte, mais aussi par une vocation mystique. Tout ce qu'il avait connu jusqu'alors paraissait insignifiant face à ce nouvel et grand but. Le parfum de l'hérésie dans l'Angleterre victorienne était trop séduisant. Le frère aîné de Fawcett, Edward, alla plus loin que quiconque. Non seulement il étudia l'occultisme, mais il embrassa publiquement le bouddhisme. Pour un officier impérial, cela équivalait à une rébellion, mais Percy suivit secrètement son exemple. Il transgressa consciemment les normes sociales, cherchant la vérité au croisement de la logique occidentale et du mysticisme oriental. Son imagination était nourrie non seulement par les exploits de Livingstone, mais aussi par les romans populaires. Son frère Edward publia même un livre, Le mystère du désert, qui devint une prophétie terrifiante. On y découvre un explorateur solitaire qui disparaît sans laisser de traces parmi les ruines d'une cité oubliée. Fawcett y vit un guide pour passer à l'action. Tout avait changé assez lent. Se frayant un chemin à travers les ronces, Percy découvrit les ruines d'Anuradhapura. D'anciens temples et des statues d'éléphants colossales étaient lentement engloutis par la jungle. En contemplant ces pierres, il comprit, son temps dans les garnisons était révolu. Il avait plus de 30 ans et ne voulait plus se bercer d'illusions. Fawcett rêvait de devenir un géographe, un homme animé d'une passion sacrée. Son but était d'intégrer la Royal Geographical Society de Londres, berceau des légendes. Il était prêt à troquer l'ennui de son époque contre une quête périlleuse et à inscrire son nom dans l'histoire des découvertes. Londres, début du XXe siècle. Le bâtiment de la Royal Geographical Society est un véritable foyer de grandes découvertes. À l'entrée,
Des légendes comme Livingstone et Shackleton sont figées dans le bronze. Entre ces murs, parmi les cartes originales de Darwin et les sextants anciens, une nouvelle réalité prenait forme. Pendant des siècles, les cartographes ont rempli les espaces vides des cartes de monstres. Là où nul homme n'avait mis les pieds, ils dessinaient des dragons, des serpents de mer et des royaumes mythiques. On croyait volontiers au jardin d'Éden et aux fontaines de jouvence, car la fiction était moins effrayante que le néant absolu. Mais au XIXe siècle, la fantaisie céda la place à la science rigoureuse. Cartographier le monde devint le projet le plus vaste et le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Il coûta des millions de livres et des milliers de vies. Avant l'invention du chronomètre précis, des centaines de navires s'échouèrent sur les rochers, perdant irrémédiablement leurs coordonnées. La Société géographique proclama qu'aucun pouce de la planète ne devait rester inexploré. Les expéditions n'étaient plus entreprises pour l'or, mais au nom du progrès. C'est pourtant là que naquit le virus Fawcett. Une obsession fatale qui, plus tard, entraînerait la disparition sans laisser de traces de centaines de personnes dans la jungle. Mais à l'époque, à Londres, ce n'était que le début. Percy Fawcett avait sous les yeux des cartes montrant de vastes étendues de l'Amazonie encore béantes, telles des taches blanches, qui l'attiraient de leur silence mortel. La Royal Geographical Society de Londres était bien plus qu'un simple centre scientifique. C'était un club privé pour ceux qui ne pouvaient rester chez eux. C'est là que des gentlemen en chapeau haut de forme se partageaient des terres inexplorées. Mais derrière cette façade mondaine se cachaient folie et fureur. Au XIXe siècle, les expéditions devinrent un passe-temps dangereux pour de riches amateurs et des scientifiques fanatiques. Le débat autour des zones inexplorées de la carte s'apparentait à un combat de gladiateurs. Richard Burton et John Speke, qui s'étaient jadis sauvés mutuellement de la mort, devinrent des ennemis jurés dans leur quête de la source du Nil. Leur conflit prit fin par un coup fatal. Speke mourut juste avant le duel public décisif. À leur côté se trouvait Francis Galton, cousin de Darwin, et génie excentrique obsédé par les chiffres. Ils mesuraient tout, de l'efficacité des prières à la longueur précise de la corde nécessaire à une exécution. Ces hommes étaient animés d'une soif inexplicable d'aventure qu'ils considéraient eux-mêmes comme une sorte de virus. Mais le prix du triomphe était exorbitant. Dans les archives de la Société, parmi des millions de cartes et de rapports, reposent les journaux intimes de ceux qui ne sont jamais revenus. Il relate les cauchemars des déserts australiens où les ongles craquaient comme du verre sous la chaleur et où le scorbut décimait les populations. C'est là, dans ces archives humides, que gisent les papiers de Percy Fawcett. Pour le personnel de la Société, ces documents ne sont pas seulement un témoignage historique, mais un avertissement inquiétant. Après tout, Fawcett était devenu l'incarnation de l'obsession la plus dangereuse, celle qui allait bientôt plonger le monde entier dans la stupeur lors de sa mystérieuse disparition. Au cœur de la Royal Geographical Society gisent des dossiers recouverts d'une poussière violette. Pour les ouvrir, il faut porter des gants blancs, seul moyen de toucher l'héritage de celui que ses contemporains surnommaient le mort-vivant. À l'intérieur se trouvent des lettres de Percy Fawcett. Son écriture, minuscule et incroyablement dense, ressemble à un code complexe. L'un des messages renferme une prophétie funeste. Les traces d'une civilisation oubliée, d'une nature des plus inattendues, se cachent dans les forêts. Pour les archivistes, ces documents ne sont pas seulement de l'histoire, mais une piste inquiétante, présageant la disparition d'une expédition entière. Mais comment Fawcett est-il devenu une légende ? En février 1901, il traversa le brouillard londonien pour rejoindre le numéro 1 de Savile Row. Londres était une ville de contrastes saisissants. L'odeur âcre du fumier de cheval se mêlait aux émanations d'essence des premières automobiles et la suie noire des chaudières à charbon obstruait même les serrures. C'est là que se trouvait une école d'élite où de jeunes gens étaient formés pour devenir des explorateurs professionnels. Son mentor, Edward Reeves, enseignait à ses élèves l'art de la survie par les chiffres. Il affirmait que si l'on déposait une personne préparée n'importe où sur la planète, elle devrait pouvoir se situer instantanément sur une carte. Fawcett maîtrisait les théodolites et les sextants avec une facilité déconcertante. Tandis que d'autres élèves passaient des heures à se débattre avec des objectifs, lui, sur le toit d'un immeuble, captait la lumière des étoiles et calculait des coordonnées avec une précision chirurgicale. Il se transformait en instrument de navigation parfait. À ce moment-là, le monde ignorait encore que cet élève modèle deviendrait bientôt son plus grand et son plus sombre mystère. On n'a pas seulement appris à Fawcett à dessiner des cartes, on lui a appris à voir véritablement.
La Royal Geographical Society appelait cela une autopsie, la capacité d'analyser et de classer instantanément tout ce qui l'entourait. Les ouvrages de Francis Galton, ces sombres bibles de survie que Fawcett emportait dans son sac à dos jusqu'à la fin, devinrent ses livres de chevet. Les instructions de cette époque sont d'une cruauté stupéfiante. En cas de morsure de serpent venimeux, il fallait cautériser immédiatement la plaie avec une baguette de fer chauffée à blanc. Si la plaie était profonde, il fallait y verser de la graisse bouillante. Le voyageur victorien était à la fois scientifique, diplomate et boucher. Il avait une formation en anthropologie, alors simplement appelée la science des sauvages. On apprenait aux étudiants à mesurer les crânes humains au compas et, si nécessaire, à faire passer clandestinement des squelettes indigènes à Londres pour les étudier. C'était un monde où l'élégance impeccable d'un gentleman dissimulait une soif de combat. Galton donnait même des instructions sur la manière de capturer des prisonniers. Un couteau dans les dents, le fusil au sol et une prise rapide et mortelle. Fawcett assimila ces instructions, devenant une machine de recherche hors pair. Sa femme Nina passait des nuits à l'aider à mémoriser des calculs astronomiques complexes, consciente de l'enjeu, la victoire ou le retour au travail fastidieux d'artilleur. Il réussit l'examen haut la main. Non seulement Fawcett réussit l'examen, mais il en sortit diplômé avec les félicitations du jury. La Royal Society le reconnut officiellement comme explorateur. Il avait désormais le droit d'atteindre la grandeur et une soif d'un but qui le mènerait bientôt dans les jungles mortelles de l'Amazonie. Aujourd'hui, l'aventure est devenue un produit lucratif. Dans les boutiques étincelantes des mégapoles, on trouve de tout, des chaussettes à adrénaline au GPS qui promettent de ne jamais se perdre. Le voyageur moderne ne recherche plus de nouvelles terres, mais un réconfort psychologique, s'entourant d'équipements tout droit sortis de l'arsenal de James Bond. Mais dans la véritable jungle amazonienne, l'électronique n'est que du plastique inutile. Là-bas règnent d'autres lois et d'autres peurs. Prenons l'exemple du minuscule poisson candiru. Ce vampire transparent est plus dangereux que les piranhas. Une fois qu'il a pénétré un corps humain, il s'y ancre fermement grâce à ses épines. À l'état sauvage, seule une castration immédiate peut lui épargner une mort atroce. Fawcett a vu les victimes de cette créature et a compris, dans cet enfer vert, ce n'est pas le mieux équipé qui survit, mais celui qui est préparé à une lutte primitive et à une douleur extrême. Cependant, ces expéditions dissimulaient toujours un dessein secret. Dès 1901, Fawcett reçut une mission secrète de la couronne britannique. Il se rendit au Maroc déguisé en cartographe, mais son véritable objectif était l'espionnage. C'était l'apogée du grand jeu, une période où la frontière entre explorateurs et éclaireurs était floue. Les compagnons de Fawcett se déguisaient en pèlerins, cachèrent des boussoles dans des moulins à prière et versèrent du mercure dans des bols à aumône pour actionner leurs instruments. Fawcett consigna non seulement les méandres des fleuves, mais aussi le calibre des canons, l'état des routes et l'humeur des dirigeants. Il devint l'arme idéale d'un empire où chaque pas en terre inconnue était une pièce d'un jeu d'échecs mondial. La mission au Maroc n'était qu'un prélude. En 1906, Fawcett fut convoqué par Sir George Goldie, l'impérieux président de la Société géographique, qui portait toujours une ampoule de poison sur lui au cas où il contracterait une maladie incurable. Il déplia devant le major une carte de la Bolivie, terrifiante avec ses immenses taches blanches. La fièvre du caoutchouc faisait rage en Amazonie. Les nations se disputèrent violemment cette or noire et la Grande-Bretagne avait besoin d'un cartographe capable de tracer des frontières là où aucun Européen n'avait encore survécu. Fawcett accepta le défi sur le champ, laissant derrière lui sa femme enceinte et son jeune fils. La route vers sa destination traversait le Panama où des piles de cercueils sur les quais rappelèrent le paludisme qui avait décimé des milliers de travailleurs. Puis venaient les cols glacés des Andes. À 4000 mètres d'altitude, l'air raréfié faisait cracher du sang aux mules et un faux pas les précipitait dans des abîmes sans fond. Mais une fois les blizzards passés, un tout autre abîme s'ouvrit à leurs pieds. Vue du ciel, l'Amazone semblait un océan noir sans fin sillonné des méandres de ses rivières. Descendant dans cette brume humide, Fawcett et son partenaire Shivers troquèrent leur attitude d'officier contre une gabardine trempée de sueur. Ils fabriquèrent un radeau de rondins et de lianes pour naviguer au cœur de la frontière, un monde où la vie humaine valait moins qu'une livre de caoutchouc brut et où chaque arbre pouvait dissimuler une flèche empoisonnée. Ce n'était que le début. 1912. L'Amazonie était en proie à une véritable frénésie du caoutchouc.
À Manaus, les barons étaient le fou de richesse, certains possédaient des lions apprivoisés, d'autres baignaient leurs chevaux dans du champagne. Un opéra en marbre italien s'élevait au cœur de la jungle tandis que la moitié de la troupe succombait à la fièvre jaune. Mais derrière cette splendeur délirante se cachait un véritable enfer. Des milliers de pauvres sombrèrent dans l'esclavage pour dette, s'épuisant au travail dans une fumée toxique. La frontière était un territoire sans foi ni loi, une terre de desperados où le Far West aurait fait figure de paisible office religieux. On y construisait encore la route de la mort où chaque attache coûtait une vie. À Riberalta, Fawcett vit des caravanes d'Indiens enchaînés. Les compagnies de caoutchouc commettaient un génocide. Torture, castration et exécution étaient le prix à payer pour les approvisionnements mondiaux en caoutchouc. En septembre 1906, Fawcett mena une vingtaine d'intrépides au cœur du continent. La règle était impitoyable. Quiconque était malade ou blessé était tout simplement abandonné. Les malheureux n'avaient d'autre choix que l'opium, la famine ou la torture par des sauvages. Leur route était barrée par des rivières grouillant de piranhas dont les mâchoires incarnaient la fureur à l'état pur et d'anguilles électriques capables d'arrêter un cœur d'une décharge de 650 volts. L'expédition pénétrait dans un monde où la vie valait moins qu'une livre de caoutchouc brut. L'eau bout, littéralement, des anguilles électriques encerclent la caravane. Les chevaux se débattent de douleur et les Indiens les repoussent à coups de harpon dans le piège mortel. Une seule décharge suffit à paralyser un homme adulte, mais l'anguille frappe encore et encore, achevant sa victime à coup sûr. Fawcett l'avait compris. Ici, il n'y avait aucune pitié. Il devait garder son sang-froid, même si, un instant auparavant, la tragédie s'était déroulée sous ses yeux. Soudain, une forme ressemblant à un arbre abattu émergea des eaux troubles. C'était un anaconda géant. Fawcett lui tira dessus à bout portant et jura plus tard que la bête mesurait près de 20 mètres de long. Alors qu'il tentait de découper un morceau de peau sur la carcasse inerte, le serpent reprit soudainement vie, semant la terreur parmi les hommes qui s'enfuirent à travers les sous-bois. Mais le véritable enfer se cachait dans les détails. Les fourmis réduisirent le matériel en poussière en une nuit, les larves de taon dévorèrent la chair sous la peau et les punaises triatomines laissaient dans le sang des parasites qui tueraient des décennies plus tard. À cela s'ajoutaient le paludisme et la fièvre jaune. Quand les hommes épuisés se mettaient à trembler et que des vomissements noirs leur sortirent de la gorge, cela ne signifiait qu'une chose, la mort était imminente. 6 mois après le début du voyage, Fawcett s'arrêta sur un talus boueux. Une traînée d'empreintes fraîches s'étendait devant lui. À la suite de l'expédition, des individus sans pitié suivirent les traces de ceux qui se réclamèrent de la violence. Des tribus de chasseurs de têtes capables de disparaître silencieusement dans l'épaisse forêt. Désormais, le moindre bruissement derrière eux pouvait être le dernier. Ces forêts abritaient des tribus aux coutumes glaçantes. Les Indiens Guayakis se désignaient eux-mêmes comme mangeurs de graisse humaine. Ils ne se contentaient pas de tuer leurs ennemis, mais les transformaient en offrandes rituelles. Les anthropologues décrivent avec horreur comment les corps étaient démembrés à l'aide de couteaux en bambou, la viande mijotée lentement sur des braseros et les femmes suçaient la moelle des os broyés. Fawcett savait qu'ils étaient observés. Des guerriers au visage peint, armés de sarbacanes et de flèches empoisonnées au venin de grenouilles d'androbate, les observaient du haut d'un mur végétal. Mais le colonel donna un ordre qui semblait suicidaire. Ne pas tirer sous aucun prétexte. Il voulait faire preuve de calme, mais la jungle ne pardonnait aucune faiblesse. Lorsque l'expédition fit halte au rapide, leur pilote s'enfonça profondément dans la forêt et disparut. On le retrouva une demi-heure plus tard, le corps criblé de 42 flèches. Bientôt, la jungle explosa littéralement de cris. Des sauvages émergèrent sur la rive, les lobes d'oreilles étirés et des piquants de porc-épic dans les narines. De lourdes flèches de près de 2 mètres s'enfoncèrent dans les flancs des embarcations avec un bruit sourd transperçant les épaisses planches. Le groupe parvint miraculeusement à s'échapper à travers les rapides tumultueux. Fawcett a survécu là où d'autres ont péri. Il a accompli sa mission, mais a laissé derrière lui un mystère qui allait hanter les aventuriers pendant des décennies. Des années plus tard, sa petite fille, Rolette, a révélé l'horrible vérité. Les coordonnées du camp de Dead Horse, que Fawcett avait consignées dans ses carnets, étaient fausses. Le colonel avait délibérément inscrit de faux chiffres pour brouiller les pistes à jamais.
Il a dissimulé son plus grand secret au plus profond de la jungle, ne laissant à ses compagnons qu'une carte menant à une mort certaine. Rolette récupéra les carnets déchirés du colonel dans un vieux coffre. De la poussière victorienne mêlée à de la boue amazonienne séculaire s'était incrustée sur leur couverture. À l'intérieur se cachaient non seulement des notes de voyage, mais aussi des messages cryptés, des symboles occultes et des poèmes sur l'inévitabilité d'une mort solitaire. C'est là qu'elle fit une découverte troublante. Les coordonnées du camp de Dead Horse, inscrites dans son carnet personnel, différaient étrangement de celles que Fawcett avait laissées dans ses rapports officiels. Le colonel avait délibérément mené les enquêteurs sur une fausse piste. Parmi les reliques se trouvait une photographie de sa bague en or ornée de la devise « Au diable les obstacles ». Retrouvée des décennies plus tard dans une brocante, cette bague fit frissonner la médium dès qu'elle la toucha. Elle était littéralement imbibée de sang. Mais bien avant son destin tragique, Fawcett avait déjà goûté à l'horreur véritable. En 1908, il affronta le Rio Verde. Le groupe se précipita sur des radeaux de fortune à travers des rapides déchaînés où la moindre erreur était fatale. Lorsque l'eau devint impraticable, le colonel donna un ordre impitoyable, abandonner tout ce qui était superflu et se replier au cœur de la jungle. Ils abandonnèrent leurs provisions, ne prenant que leurs outils et leurs armes. C'était l'entrée dans un véritable enfer vert. La jungle les tourmentait sans cesse, des insectes leur piquaient dans les yeux et leurs pieds, enfouis sous une épaisse couche de boue, se transformaient en un amas de sang. Le 9e jour de cette marche exténuante, les dernières miettes de provisions vinrent à manquer. Le groupe se retrouva plongé au cœur même d'un chaos primordial, sans aucun espoir de salut. L'Amazonie est la plus grande illusion de la nature. Face à cette végétation luxuriante à perte de vue, il est difficile d'imaginer qu'on puisse y mourir de faim. Mais Fawcett comprit rapidement qu'il était entré dans un faux paradis. Une guerre perpétuelle fait rage dans cette jungle. Des lianes venimeuses étouffent lentement les arbres et toute matière organique est instantanément dévorée par les termites et les moisissures. Même les rivières sont devenues un piège. Les acides tanniques ont transformé l'eau en un désert aride où l'on ne trouve plus un seul poisson. Un mois après le début du voyage, l'escouade ressemblait à des rescapés. Leur corps commençait à se décomposer et leur conscience s'obscurcissait. Lorsqu'un de leurs compagnons, épuisé, s'effondra sous un arbre et implora la mort, Fawcett dégaina son couteau. La lame brilla devant les yeux du malheureux. Le colonel fut impitoyable. « Si nous mourons, ce sera en chemin. » Un coup de feu perdu leur offrit leur unique chance de salut. À peine vivant, Fawcett parvint à abattre un cerf, forçant littéralement ses muscles atrophiés à maintenir le fusil immobile. Un seul tir bien ajusté décida du sort de leur destin. La viande leur donna la force de rejoindre les hommes, mais le prix de ce triomphe était exorbitant. 5 membres de l'expédition moururent d'épuisement, et Fawcett lui-même revint à la civilisation réduit à l'état de squelette. Pourtant, ce cauchemar ne l'arrêta pas. Dans des rapports secrets, il traçait déjà de nouvelles routes. Entre les affluents du Tapajos et du Singu, le colonel découvrit quelque chose qui valait la peine de traverser l'enfer. Les coordonnées d'une civilisation antique disparue. De retour en Angleterre, en 1907, Percy Fawcett tenta de mener une vie normale. Après l'enfer vert de l'Amazonie, le paisible Devon lui semblait un rêve inaccessible. Un bain chaud, un lit propre et des jeux avec son jeune fils, Jack. Le colonel désirait sincèrement oublier l'esclavage, les atrocités et la fièvre et savourer le calme de la campagne. Mais cette idylle fut de courte durée. Une petite voix se fit entendre en lui, se muant bientôt en un cri de panique. Fawcett prit conscience de l'horrible vérité. Il avait fini par aimer cet enfer. La jungle l'avait enserré dans son étreinte diabolique. Quelques mois plus tard, il fit de nouveau ses valises, fuyant la maison devenue une cage exiguë. Pour sa femme Nina, ce furent des années d'angoisse et une vie de misère noire. Tandis que le colonel redessinait la carte de l'Amérique du Sud, sa famille déménageait de maison en maison, peinant à joindre les deux bouts. Fawcett était un père sévère. Il exigeait de ses enfants une intrépidité absolue, les forçant à prendre des risques inutiles pour forger leur caractère. Son fils aîné, Jack, grandit dans l'ombre de la légende, s'imprégnant de récits de contrées lointaines et rêvant de connaître un jour le même destin que son père. En 1910, la renommée de Fawcett s'était répandue dans toute la Grande-Bretagne. Il était devenu un expert reconnu de l'Amazonie, un homme qui avait survécu là où d'autres avaient péri dès les premières semaines. À une époque où la puissance de l'Empire déclinait, ses exploits inspiraient à la foi de la nation dans l'indomptable esprit britannique.
Mais derrière l'éclat des médailles se cachait un homme complètement coupé du monde civil. Sa véritable patrie n'était pas les rivages brumeux de l'Angleterre, mais l'immensité sauvage et impénétrable qui l'attirait de plus en plus par son mystère inquiétant. Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne était en proie à une terreur sourde. Les généraux déclaraient que 60% des jeunes hommes étaient inaptes à la guerre et les journaux craignaient l'effondrement imminent de l'Empire. Dans ce sombre contexte, Percy Fawcett devint l'incarnation même de l'espoir pour la nation. On le surnommait le Livingstone Amazon, le héros idéal capable de survivre là où d'autres périssaient dès les premières semaines. Fawcett semblait surhumain. Il possédait une immunité unique contre les fièvres tropicales et ses réflexes étaient stupéfiants. Il avait même esquivé un serpent venimeux sans le voir. L'explorateur croyait sincèrement que les dieux le protégeaient, mais cette confiance fanatique avait un côté sombre. Il était obsessionnel et impitoyable. Fawcett abhorrait toute forme de faiblesse. Il considérait comme des lâches ceux qui ne pouvaient non suivre son rythme effréné. Il griffonnait le mot méprisant « racaille » sous la nécrologie d'un partenaire mort en expédition, voyant dans sa mort la preuve de son incompétence. « Je n'ai aucune pitié pour l'incompétence », écrivait-il, poussant ses hommes jusqu'à l'épuisement. En 1911, Fawcett entreprit la conquête du cours supérieur de la rivière Heath. Son compagnon était le légendaire explorateur polaire James Murray, vétéran des expéditions antarctiques de Shackleton. Leur association semblait promettre une alliance de titans, le maître des glaces et le roi de la jungle. Mais Murray était loin de se douter que, dans l'enfer vert de l'Amazonie, son pire ennemi ne serait ni la faim, ni les prédateurs, mais la rage terrifiante, presque démoniaque, de son propre commandant. James Murray semblait le partenaire idéal, un vétéran de l'Antarctique endurci par les glaces immenses de Shackleton. Mais l'Amazonie n'est pas la blancheur silencieuse du pôle, mais un enfer vert, bouillonnant. Tandis que dans la neige, le vide vous fait sombrer lentement dans la folie, dans la jungle, vos sens vous assaillent à chaque instant. Ici, chaque pas est une lutte contre le paludisme, les reptiles venimeux ou les flèches d'Indiens invisibles. Fawcett méprisait ouvertement les explorateurs polaires pour leur gloire éphémère et Murray comprit rapidement pourquoi. Le cauchemar commença avec des chauves-souris vampires. La nuit, elles tranchaient d'eau silencieusement les veines des bêtes de somme et des hommes, laissant derrière elles des hamacs imbibés de sang. Les mules blessées pourrissaient littéralement vivantes, exsudant leur sang, jusqu'à ce que Fawcett ordonne de les abandonner. À présent, chacun trimballait 30 kilos de matériel. Pour Murray, dont le corps était usé par de vieilles maladies, c'était une condamnation à mort. Il suffoqua dans la boue, s'emmêla dans les lianes et finit par se laisser distancer. Pris de panique, il perdit ce qui lui était le plus précieux, des lettres et un portrait de sa femme englouti à jamais par la rivière. Seul dans la nuit, il frôla la folie. Il dévora à lui seul la réserve de caramel et sombra dans un profond oubli. Lorsque l'équipe le retrouva enfin au lieu de compassion, Murray ne reçut qu'une réprimande glaciale pour le retard. Fawcett était impitoyable. À ses yeux, l'explorateur légendaire n'était plus un héros, mais un fardeau, dévoré vivant par la jungle. La faim le tenaillait avec une intensité décuplée, mais le pire restait à venir. Il comprit que son commandant était plus dangereux que n'importe quel prédateur. Le journal de Murray devint un cri de détresse décousu. Au milieu des lianes suffocantes, il se transforma peu à peu en un animal rationnel, dont le monde s'était réduit à ses instincts primitifs. Tentant d'endiguer le désespoir qui l'envahissait, Fawcett sortit un jour sa flûte et entama une chanson irlandaise évoquant le scorbut, la famine, et un capitaine offrant du savon à son équipage au lieu de viande. Un instant, les ténèbres s'estompèrent, mais ce ne fut qu'une accalmie avant l'effondrement final. Le commandant ne ressemblait plus à un officier britannique. Fawcett s'était enduit le visage de jus de baie, à la manière d'un guerrier indien, et le regard rempli d'une lueur fanatique, il proclama que la jungle était la véritable liberté. À ses yeux, Murray n'était plus un collègue, mais un fardeau. Lorsque le biologiste fut surpris en train de voler une poignée de maïs, Fawcett se montra encore plus impitoyable. Voler de la nourriture lors d'une expédition équivalait à un meurtre, mais l'horreur véritable se déroulait dans leur corps. Manley était en proie à une fièvre intense et Costin se consumait littéralement, le parasite Espindia transformait sa chair en une masse putréfiée. Murray, quant à lui, était devenu un véritable incubateur vivant.
Des dizaines de larves de mouches-bottes grouillaient sous sa peau, dépassant de ses plaies comme de minuscules périscopes. Ses jambes étaient enflées, sa peau était une masse nauséabonde et du pus suintait dessous ses ongles. La jungle fit des ravages. Un puma emporta un chien sous les yeux de tous, et les gens, rendus fous par la douleur et la faim, se mirent à s'entretuer, se disputant une place près du feu. Dans cet enfer vert, il n'y avait plus de place pour la science. Seules subsistaient les ombres, englouties vivantes par la jungle. Pour Fawcett, le biologiste Murray était devenu un fléau. Soit l'expédition se débarrassait de lui, soit il anéantirait tout le monde. Murray, quant à lui, ne voyait en son commandant qu'une machine sans âme. Dans un accès de désespoir, le biologiste commit une erreur fatale. Il jeta tout son équipement jusqu'à son hamac. C'était un suicide au ralenti. Désormais, il dormait dans la boue sous des trompes d'eau tropicales, son corps ravagé servant de nid à asticots. Le pus et l'ichor imbibaient littéralement ses vêtements. Fawcett lança un ultimatum brutal. Quiconque traînerait en arrière serait épargné. Mais au dernier moment, il s'écarta de son chemin pour trouver un colon isolé avec une mule. Les adieux furent macabres. Murray, rongé par la putréfaction et au bord de la folie, songea sérieusement à se tirer une balle dans la tempe. Le groupe reprit sa route, absolument certain de laisser un mort dans la forêt. Un mois plus tard, Fawcett annonça officiellement la mort de son collègue à Londres. Imaginez son choc lorsque le mort réapparut soudainement à La Paz. Soignant les agriculteurs locaux, Murray bouillonnait de rage et n'avait qu'une soif de vengeance. S'ensuivirent des procès, des gros titres et des accusations mutuelles de lâcheté. Le scandale fut à peine étouffé, mais l'ombre de la trahison plana à jamais sur la mission. Étonnamment, Costin et Manley, malgré leurs blessures purulentes et le cauchemar qu'ils avaient de vécu, restèrent fidèles à Fawcett. Pour eux, la jungle était devenue une drogue mortelle dont il leur était impossible de se défaire. Quant à Murray, las de cet enfer vert, il mit bientôt le cap sur l'Arctique, où son navire resta à jamais prisonnier des glaces. Le sort de Murray, qui avait trahi Fawcett, fut tout aussi tragique. À la tête d'une mutinerie lors d'une expédition arctique, il entraîna ses hommes dans le vide glacial et disparut sans laisser de traces. Mais la fièvre de Fawcett continua de décimer les rangs des explorateurs, même des décennies plus tard. En 1996, l'explorateur chevronné James Lynch tenta de percer le mystère du colonel, mais se retrouva piégé dans la jungle. Son groupe était encerclé par des centaines de guerriers armés de lances. Les conditions de leur libération semblaient tout droit sorties d'un film d'horreur. Les Indiens menaçaient d'attacher les captifs au-dessus d'une rivière pour qu'ils soient dévorés par des piranhas, ou de les enduire de miel pour qu'ils soient engloutis par des essaims d'abeilles sauvages. Lynch racheta littéralement sa vie pour $30 000 en remettant tout son équipement et ses bateaux. Alors qu'il embarquait à bord d'un avion de secours, il comprit que la plupart de ceux qui suivent les traces de Fawcett ne reviennent jamais chez eux. En 1910, sur les rives de la rivière Heath, le colonel lui-même fut confronté à une rage primitive. Une pluie de flèches empoisonnées de 2 mètres de long s'abattit sur son unité depuis la forêt dense qui bordait les berges. Le poison était impitoyable. La chair touchée noircit, et le malheureux homme mourut dans d'atroces souffrances. Tandis que ses compagnons, horrifiés, se préparaient à mourir, Fawcett fit l'impensable. Il interdit de tirer. Au lieu de cela, il ordonna à l'un de ses hommes de jouer de l'accordéon. Au milieu du sifflement de l'arme mortelle et des cris des sauvages, une musique s'éleva soudain au-dessus de la rivière. C'était soit un acte de courage suprême, soit de la pure folie. Mais c'est ainsi que Fawcett se fraya un chemin vers son but ultime. La cité perdue de Z, cachée là où les lois de la civilisation cessent de s'appliquer. Au sifflement des flèches mortelles et au son rauque d'un accordéon, les soldats entonnèrent une marche britannique. C'était le chant d'hommes qui déjà faisèrent leurs adieux à la vie. Mais Fawcett décida de défier le destin. Il arracha son foulard et, le brandissant au-dessus de sa tête, s'avança dans l'eau trouble droit sous les balles. Dans son dialecte local approximatif, il cria désespérément un seul mot « Ami ». Lorsque la rivière leur arriva aux aisselles, la pluie de flèches cessa soudainement. Le colonel disparut dans la jungle avec les Indiens, laissant ses compagnons dans une stupeur glaciale. 1 heure plus tard, il émergea du fourré, rayonnant et ajustant gaiement son chapeau de cow-boy. La tribu Guarayou n'a pas seulement accueilli les étrangers, elle leur a révélé la véritable Amazonie. Tandis que les scientifiques londoniens considéraient encore ces contrées sauvages comme un enfer vert, les Indiens ont fait preuve d'un savoir-faire incroyable. Ils transformaient la sève des plantes en un mélange ingénieux qui engourdissait les poissons et attirait les cerfs en imitant à la perfection les bruits de la forêt.
Fawcett comprit alors qu'il n'avait pas affaire à des sauvages primitifs, mais aux plus grands inventeurs et explorateurs de la planète, vivant en parfaite harmonie avec le chaos. La légende de l'invulnérabilité du colonel se renforçait à chaque expédition. Tous y croyaient, même sa femme. Mais ce mythe avait un côté sombre. En 1914, face à la tribu belliqueuse des Maricoxi, Fawcett perdit le contrôle de lui-même pour la première fois. Il fut contraint d'ouvrir le feu. Plus tard, il falsifia ses rapports, prétendant que les balles avaient sifflé en l'air alors que ses compagnons avaient vu du sang sur les corps des indigènes. Le colonel dissimula cette honte pendant des années, car sa plus grande force résidait dans sa conviction que la jungle pouvait être conquise sans tirer un seul coup de feu. Fawcett observa des choses qui semblaient magiques. Les Indiens et Coca attiraient les parasites hors de leur peau grâce à un sifflement particulier. Les larves, docilement, sortèrent la tête en entendant le son. Le colonel tenta en vain de reproduire ce stratagème, allant jusqu'à jouer de la flûte, mais les vers restèrent indifférents. Il comprit que la jungle était la plus grande pharmacie de la nature, où l'on pouvait trouver une racine ou une feuille pour soigner n'importe quel mal. Fawcett était certain qu'il était impossible de mourir de faim dans la jungle si l'on savait décrypter les signes de la nature. Cependant, la question de la civilisation amazonienne disparue demeurait sans réponse. La science officielle de l'époque était arrogante et impitoyable. Les anthropologues victoriens, forts de la théorie de Darwin, cherchaient chez les Indiens le chaînon manquant entre le singe et l'homme. À Londres, ils mesuraient avec sérieux les protubérances crâniennes des indigènes et étudiaient l'odeur de leur transpiration afin de prouver la supériorité biologique de l'homme blanc. Pour les scientifiques, ces peuples n'étaient que des enfants sur le plan du développement intellectuel, incapables de créativité. Fawcett se trouva lui-même pris au piège d'une contradiction fatale. Son éducation lui avait inculqué l'idée de sauvage simiesque, mais son expérience personnelle était éloquente. Il percevait une noblesse saisissante chez les indigènes, apprit leur dialecte et alla jusqu'à justifier le cannibalisme rituel, exhortant l'Europe à ne pas juger les cultures étrangères. Mais les dogmes victoriens le hantaient. Pour concilier ce qu'il voyait avec ses propres convictions, le colonel entreprit de parcourir la forêt à la recherche de tribus distinctes, persuadé que, quelque part à l'intérieur du continent, se cachaient des Indiens à la peau plus claire. C'est cette confusion raciale qui alimenta son obsession grandissante pour la mystérieuse Cité de Z. La légende des Indiens à la peau claire a fasciné les explorateurs pendant des siècles. Et Fawcett ne faisait pas exception. Pour lui, elle était la clé d'un mystère. Si les descendants des anciens Phéniciens ou Atlantes vivaient dans la jungle, alors le mythe de la grande cité était réel. Il ne croyait toujours pas que les peuples indigènes fussent capables d'œuvres créatives par eux-mêmes et cherchaient désespérément des traces d'une race supérieure. En 1914, son expédition découvrit une réalité bien différente. Au cœur d'une forêt dense, une immense clairière parsemée de maisons de 7 étages apparut. C'était le territoire des Maxoubi. Les huttes embaumaient le manioc grillé, mais dès que les Britanniques y pénétrèrent, ils furent encerclés par des guerriers, arcs tendus. Un bain de sang ne fut évité que grâce à un échange de présents. Le colonel fut stupéfait par les Maxoubi. C'était un peuple musicien et propre, dont la culture réfutait complètement les théories théoriques des érudits européens. Bientôt, Fawcett commença à découvrir dans la terre des fragments de poterie, aussi élégants que des vases antiques. Sous la tourbe, on distinguait des routes rectilignes, comme tracées à la règle. Le mystère de la Cité de Z se précisait, mais Fawcett n'était pas le seul aventurier en quête de gloire. Une lignée d'entre eux se formait déjà derrière lui, de l'excentrique Landor à Theodore Roosevelt en personne. Mais son concurrent le plus redoutable était l'Américain Alexander Rice, un homme aux ressources illimitées et au regard tout aussi fanatique. En 1904, Alexander Rice entra en scène, l'homme qui, pour Fawcett, incarnait la haine de classe. Chirurgien formé à Harvard, il aborda la jungle avec un calme glacial. Tandis que Fawcett se frayait un chemin à travers les sous-bois avec un enthousiasme débordant, Rice transformait les expéditions en un véritable spectacle technologique. Des centaines de porteurs, des générateurs électriques et tout l'équipement le plus performant. Son endurance était légendaire. Lorsqu'une infection commença à ronger sa jambe, Rice préleva un morceau de tissu vivant au scalpel sans même perdre connaissance. Mais le plus grand atout de Rice était sa fortune. Marié à la veuve la plus riche du Titanic, il conduisait une Rolls-Royce luxueuse, tandis que Fawcett devait encore mendier quelques centimes auprès des mécènes.
l'Amazonie devenait surpeuplée. Les explorateurs étaient devenus paranoïaques. Ils espionnaient les itinéraires de leurs concurrents et s'accusaient publiquement de charlatanisme. Roosevelt, Landor et Rondon, tous aspiraient à la gloire, mais Fawcett les considérait comme de simples amateurs. En 1911, le monde entier fut stupéfait par la nouvelle. Hiram Bingham avait découvert le Machu Picchu perdu. Le triomphe retentissant de son collègue porta un coup à l'orgueil de Fawcett, mais éveilla aussi en lui une véritable passion. Si une forteresse de pierre était restée cachée dans les montagnes pendant des siècles, alors le cœur de la jungle devait receler quelque chose d'encore plus grandiose. Percy était certain d'être sur le point de découvrir le véritable Eldorado, dont les chroniques prenaient la poussière dans des archives oubliées depuis des siècles. Percy Fawcett troqua son uniforme contre un costume et se plongea dans des archives poussiéreuses. Il reconstitua, pièce par pièce, une légende qui avait fasciné les gens pendant des siècles. Eldorado, l'homme doré. Les chroniques anciennes décrivaient un souverain qui se recouvrait le corps de poussière d'or chaque matin et s'en débarrassait le soir comme de la simple saleté. Pour les conquistadors, il ne s'agissait pas d'un conte de fées. Ayant déjà contemplé la grandeur de Tenochtitlan et les trésors des Incas, ils étaient persuadés qu'un trésor encore plus grand se cachait au cœur de la jungle. En 1541, Gonzalo Pizarro mena une immense armée dans la jungle, des centaines de cavaliers, des milliers d'esclaves et même des troupeaux de porcs. Mais l'Amazone leur infligea rapidement une défaite cuisante. L'expédition sombra dans un chaos sanglant. Pizarro, surnommé le boucher, brûla des Indiens vifs et les jeta en pâture aux chiens dans l'espoir de trouver le chemin de l'or. Finalement, la famine contraignit les Espagnols à manger d'abord leurs chevaux, puis leurs propres chiens. Son assistant, Orellana, fut le premier à remonter l'Amazone dans son intégralité, mais mourut plus tard dans ces mêmes eaux de fièvre et de désespoir. La malédiction d'Eldorado n'épargna personne. Le célèbre Walter Raleigh y perdit son fils, puis sa propre tête sur l'échafaud. D'autres chercheurs eurent même recours au cannibalisme, rôtissant de la chair humaine avec des légumes. Au lieu de cité d'or, les explorateurs ne trouvèrent que maladie, folie et mort. Mais Fawcett était convaincu. Il pouvait trouver la vérité là où les grands conquérants n'avaient trouvé que la mort. Au début du XXe siècle, les érudits avaient complètement rejeté les récits des conquistadors, les considérant comme de pure fantaisie. Les histoires de cités blanches étincelantes et de guerrières étaient aperçues comme des contes de fées, inventés pour justifier des expéditions ratées. Mais Fawcett voyait dans ses chroniques non pas des mensonges, mais une vérité terrifiante. Le chroniqueur Carvajal décrivait des agglomérations infinies et des routes plus larges que les grandes voies royales d'Europe. Il mentionnait de la porcelaine exquise et des cages remplies de milliers de tortues. Où étaient donc passés ces millions d'êtres humains ? Fawcett en était convaincu. Ils avaient été anéantis par la variole ou une catastrophe naturelle inconnue, transformant cette terre jadis florissante en un désert verdoyant et silencieux. Il découvrit l'indice crucial dans les archives de Rio de Janeiro. Il s'agissait d'un manuscrit en lambeaux, le numéro 512, datant de 1753. Son auteur, un soldat de fortune portugais, décrivait comment, après des années d'errance dans la jungle, son détachement était tombé sur une chaîne de montagnes déchiquetées qui semblait soutenir le ciel. Traversant une gorge étroite, apparemment creusée dans la roche par des mains humaines, ils restèrent d'eau figés d'émerveillement. Un panorama d'une cité de pierre colossale s'ouvrit devant eux. Au milieu d'une multitude de chauves-souris et de siècles de poussière, des statues, des arcs de triomphe et des temples majestueux se dressaient. Le texte s'interrompait au moment le plus intéressant, rongé par les vers à livres, mais pour Fawcett, ce document devint le Saint Graal. Il en acquit la certitude absolue. Au cœur de la jungle, ce n'était pas seulement de l'or qui l'attendait, mais le plus grand patrimoine perdu de l'humanité. Le manuscrit que Fawcett découvrit dans des archives brésiliennes poussiéreuses scella son destin. Dans les marges du document déchiré, d'étranges symboles ressemblant à des hiéroglyphes étaient visibles. L'explorateur se figea, il avait déjà vu ces symboles au cœur de la jungle. Désormais, il n'avait plus aucun doute. Fawcett calcula les coordonnées précises de sa cible, la jungle sauvage du Mato Grosso. Pour semer la confusion chez ses rivaux et préserver son secret, il donna à la cité perdue un nom de code, Z. En septembre 1914, alors que la production était sur le point de démarrer, le monde bascula dans la folie. La Première Guerre mondiale avait éclaté. L'explorateur de 47 ans troqua son casque colonial contre une casquette d'officier et partit pour l'enfer du front occidental.
Même à la tête de l'artillerie dans les tranchées boueuses des Flandres, il demeura une légende. Un jour, Fawcett faillit arrêter un homme suspect, coiffé d'un casque ridicule, le prenant pour un espion allemand. Heureusement, l'espion se révéla être Winston Churchill, en visite sur le front pour une inspection. Tandis que les obus explosaient autour de lui, Fawcett n'était pas tourmenté par la mort imminente, mais par une jalousie dévorante. Il apprit dans les journaux que son principal rival, le millionnaire Dr Rice, préparait une expédition majeure en Amazonie avant même la fin de la guerre. Fawcett craignait que la cité Z ne soit découverte sans lui. Au cœur des combats, la Royal Geographical Society lui décerna sa plus haute distinction, une médaille d'or. C'était la reconnaissance qu'il attendait depuis toujours. Mais l'éclat de la médaille ne pouvait éclipser la grandeur des temples antiques cachés au cœur de la jungle. Il savait que dès que les armes se seraient tues, il retournerait poursuivre son rêve. Juillet 1916, les rives de la Somme devinrent le seuil de l'enfer. Du haut des hauteurs, Fawcett observa des milliers de soldats britanniques grimper aux échelles et charger comme des défilés, droit dans la ligne de tir des mitrailleuses. 20 000 périrent en une seule journée. Des fragments de lettres et de photographies volaient de toutes parts, se déposant sur les cadavres comme une neige noire. Fawcett l'appela l'Armagédon. Il prit conscience de l'horrible vérité. Les cannibales de la jungle étaient bien plus humains que les Européens civilisés qui avaient y tué des millions de personnes sans raison apparente. Les tranchées se transformèrent en marécages fétides, infestés de poux et d'ossements humains. En 1917, un nuage de chlore recouvrit les positions de Fawcett. Le gaz lui brûla les poumons et le colonel souffrit longtemps, suffoquant sous les émanations toxiques. Tous périrent autour de lui, ses fidèles camarades, ses vieux amis et même le fils de Conan Doyle. Pour ne pas sombrer dans la folie face à l'horreur, Fawcett se réfugia dans le mysticisme et les rituels occultes. La rumeur courait qu'il prenait même des décisions tactiques en consultant les esprits à l'aide d'une planche Ouija dans l'obscurité de son abri sous le feu ennemi. Mais seul le rêve de la cité de Z lui permettait de garder la raison. Au milieu du grondement des obusiers, il rêvait encore d'un royaume resplendissant, épargné par la corruption du vieux monde. Tandis que l'Europe sombrait dans le sang, le colonel inondait la Société géographique de lettres, réclamant des fonds pour une nouvelle expédition. Il considérait les années passées dans les tranchées comme un vol fait au destin. Fawcett vieillissait et sentait le temps lui filer entre les doigts. Pour lui, la guerre n'était qu'un retard agaçant sur le chemin de la jungle, qui lui apparaissait désormais comme le seul havre de paix sur cette planète devenue folle. En juin 1919, les armes se turent enfin. L'Europe était en ruine, ensevelissant 20 millions de morts. Pour Fawcett, ce n'était pas seulement une victoire, mais le suicide final du monde occidental, embourbé dans la boue et le sang. Désormais, la jungle était son seul refuge. De retour en Angleterre, le colonel ne reconnut pas son propre fils. Jack était devenu un athlète puissant, plus grand que son père d'une bonne tête, et rêvait d'expédition. Il s'épuisait à l'entraînement, se préparant pour la vie sauvage. Même les jeux dangereux avec un vieux mousquet marocain rouillé, qui faillit exploser entre les mains de son jeune frère Brian, n'étaient pour lui qu'une épreuve de force avant les véritables défis. Mais le monde avait changé pendant la guerre. Les anciens camarades de Fawcett n'étaient plus au combat et la communauté scientifique lui déclara la guerre froide. Les universitaires qualifiaient l'Amazonie de désert verdoyant et sa théorie d'une cité perdue de pure invention. Aux yeux des géographes puritains, il était devenu un excentrique dangereux, un adepte des esprits et de l'occultisme. Fawcett lui-même ressemblait de plus en plus à un prophète biblique. Il dormait dans un hamac au beau milieu de la pièce et regardait avec dédain ceux qui restaient cantonnés à leur bureau. En 1920, il prit sa famille et partit pour la Jamaïque. Le colonel souhaitait que ses fils grandissent dans l'atmosphère rude du Nouveau Monde. Il cherchait frénétiquement des ressources, conscient que le temps pressait et que la cité fantomatique de Z attendait toujours son découvreur au cœur des forêts impénétrables. Tandis que les fils de Fawcett rêvaient Sidor, son principal rival, le docteur Rice, explorait déjà l'Amazonie. Rice incarnait le progrès technologique, un immense bateau et une mystérieuse boîte noire, la première radio d'expédition de l'histoire. Au milieu des lianes et des cris de singes, il écoutait les nouvelles de New York tandis que ses hommes découvraient dans la jungle d'énigmatiques tours de pierre couvertes de symboles anciens, identiques à ceux des journaux intimes de Fawcett. Mais le triomphe de Rice se transforma en bain de sang. Rencontrant la tribu Yanomami, surnommée Indiens Blancs en raison de leur peau claire, l'expédition ouvrit le feu.
Rhys s'enfuit honteusement sous une pluie de flèches, laissant derrière lui un véritable carnage. Apprenant cela, Fawcett entra dans une rage folle. Il méprisa publiquement Rhys pour sa cruauté et sa lâcheté, mais en secret, il était rongé par une jalousie féroce envers les ressources des autres. Pour obtenir des fonds, Fawcett alla rencontrer le président du Brésil. Là, il tenta un pari audacieux. Il s'autoproclama colonel, espérant que ce grade élevé lui ouvrirait toutes les portes. Cependant, un adversaire de taille l'attendait dans le luxueux palais, le légendaire général Rondon. Le vétéran avait immédiatement percé à jour l'anglais. Rondon soupçonnait que la recherche de la mythique cité de Z n'était qu'une supercherie et que Fawcett cherchait en réalité des gisements d'or ou espionnait pour la couronne britannique. La confrontation entre l'explorateur et la jungle se muait en un dangereux jeu politique où tout était en jeu, la réputation et la vie. Des tensions se faisaient un jour dans les couloirs du palais brésilien. Le général Rondon était inflexible. Aucun étranger n'était autorisé. La jungle était territoire brésilien. Mais Fawcett, aveuglé par son rêve de Cité Z, rétorqua « J'irai seul ». Le gouvernement était presque à court d'argent, aussi le Britannique dut-il rassembler une équipe avec les personnes disponibles. Parmi ses compagnons figuraient le boxeur géant Lewis Brown et le naturaliste Ernest Holt. L'expédition partit de Cuiabá, une ville jadis prospère grâce au caoutchouc, mais désormais en ruine. Fawcett était sur les nerfs. Il se sentait suivi et utilisait même des codes complexes dans ses lettres à sa femme. Son intuition se révéla juste. La jungle les accueillit sans pitié. Des pluies torrentielles détruisirent leurs provisions. Boxer Brown fit une dépression nerveuse et Fawcett fut contraint de le renvoyer. Ce qui suivit fut un véritable enfer. Holt, rongé par les piqûres d'insectes, sombra dans la folie et le colonel, âgé de 53 ans, souffrait lui-même d'une grave infection à la jambe. Les animaux moururent les uns après les autres. À ce qui allait devenir le camp de Dead Horse, l'expédition s'arrêta définitivement. Fawcett fut contraint de rebrousser chemin. Le retour fut un fiasco. Les journaux titrèrent sur l'échec et le général Rondon se moqua ouvertement du grand explorateur. Mais cet échec ne fit qu'attiser la paranoïa de Fawcett. Il soupçonnait Holt d'être un espion à la solde de ses rivaux. Ayant rompu les liens avec son dernier allié, le colonel prit une décision. La prochaine fois, il ne ferait confiance qu'à lui-même. Son obsession atteignit un point où tout était en jeu. Holt partit, laissant une note acerbe dans son journal. Plus jamais affaire aux Britanniques. À ses yeux, Fawcett n'était qu'un fanatique obstiné. Le colonel lui-même était enfin convaincu qu'on ne pouvait faire confiance aux étrangers. Un nouveau plan se dessina dans son esprit. Le seul partenaire digne de ce nom serait son fils, Jack. Fort, loyal et surtout sincèrement convaincu de l'existence de Z. Mais tandis que son fils grandissait, Fawcett sombra dans la folie. En 1921, misant ses dernières économies, il s'enfonça seul dans la jungle. Ce fut une marche exténuante vers nulle part. La faim et la soif poussèrent l'explorateur au bord du délire. Lorsque les contours de Tours se profilèrent à l'horizon, il ne sut plus s'il s'agissait d'une cité antique ou du fruit de son imagination déchaînée. À l'article de la mort, le colonel battit en retraite mais avec une promesse sur les lèvres. « Je reviendrai ». La vie en Angleterre était devenue une lutte sans fin pour la survie. La famille vivait recroquevillée dans une cabane sans eau ni électricité, vendant l'argenterie familiale pour pouvoir acheter du pain. Même le légendaire Laurence d'Arabie demanda à se joindre à l'expédition, mais Fawcett refusa l'offre du héros du désert. Il n'avait que faire des ambitions des autres, ni des noms célèbres. Seul comptait son fils et son fidèle ami Raleigh, têtu comme une mule. Rejeté par le monde scientifique, Fawcett perdit rapidement le contact avec la réalité. Il cherchait de plus en plus de réponses auprès de voyants, délirant sur les trésors spirituels. Ses collègues le traitaient ouvertement de fou, mais le colonel croyait toujours en sa mission. Dans ses articles, il évoquait l'obsession qui consume un homme de l'intérieur, sans se rendre compte qu'il se décrivait lui-même. Il ne cherchait plus la cité perdue, il en était devenu l'esclave éternel. Pendant que il détenait un talisman bien plus puissant, une ancienne idole de pierre ornée de mystérieux hiéroglyphes, un cadeau de Rider Haggard, le créateur des mines du roi Salomon. Fawcett était convaincu qu'il s'agissait d'un guide direct vers la cité Z. Pendant ce temps, son fils Jack devenait le compagnon idéal. Le jeune homme s'abstenait de viande et d'alcool, s'astreignait à l'ascétisme et se plongeait dans la philosophie orientale. Son entourage le considérait comme un chevalier du Graal, prêt à tous les sacrifices pour le rêve de son père. Le colonel tira sa dernière chance de financement grâce au rusé correspondant de guerre, George Lynch.
Ce dernier conclut l'affaire du siècle en vendant les droits de couverture de l'expédition aux plus grands journaux du monde. Désormais, des millions de lecteurs, de New York à Toronto, suivraient chacun de ses faits et gestes. Les Américains, contrairement aux Britanniques, si guindés, furent conquis par cette légende et sortirent en leur chéquier. La somme récoltée était même inférieure au coût d'un seul émetteur concurrent. Pas de salaire, juste le risque encouru et la promesse de revenir 3 ans plus tard. En novembre 1924, Fawcett et Jack passèrent une dernière fois à la Société géographique pour dire au revoir. La collecte était terminée, le voyage vers l'inconnu commençait. La famille de Fawcett se désintégra littéralement pour atteindre son but ultime. Tandis que son plus jeune fils, Brian, partait pour le Pérou afin de subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, le colonel et son aîné Jack se préparaient à plonger dans l'inconnu. En décembre 1924, ils quittèrent l'Angleterre, mais à New York, l'expédition faillit tourner au désastre. Leur principal associé, George Lynch, dilapida leur fortune commune en alcool et en courtisanes, en pleine prohibition. Fawcett était au bord de la ruine, mais un salut inespéré lui vint de John D. Rockefeller Jr. Un chèque de 4 500 $ redonna vie à son rêve. Le colonel y vit un signe du destin, les dieux lui offraient encore une chance d'atteindre l'immortalité. Des décennies plus tard, des aventuriers modernes tentent de retracer cette route funeste. Trouver un guide pour ces contrées relève du miracle. Les guides locaux sont consternés. La jungle du Mato Grosso demeure un territoire mortel. Ici, les tribus indigènes vivent en isolement complet, protégeant leurs frontières les armes à la main. Un seul faux pas, et l'étranger subira le même sort que les mineurs, battus à mort à coups de bâton pour avoir pénétré sur des terres interdites. Le seul à oser prendre ce risque était Paul Opinage, un homme au visage ridé et aux poches pleines de médicaments. Avec lui, il leur fallut littéralement pirater les archives de Fawcett. Le colonel était un maître de la désinformation. Il brouillait délibérément ses traces, laissant de fausses coordonnées et des codes. Ces cartes portèrent la mention « inexplorée » et « tribu dangereuse ». Pourtant, parmi les vieux papiers, un indice inattendu fut découvert, un croquis d'itinéraire dessiné par le fils de Fawcett, Raleigh. Cette carte contredisait fondamentalement le plan officiel et indiquait une direction totalement différente. Paul Opinage examine attentivement le croquis. Il ne s'agit pas d'une erreur de débutant, mais d'une manœuvre délibérée. Au lieu de se diriger vers l'est, l'expédition fait brusquement demi-tour vers le nord. Fawcett avait même trompé la Royal Geographical Society en dissimulant sa véritable destination au Para. Sa dernière lettre à sa femme confirme les soupçons. Le colonel effaçait délibérément ses traces. Le 11 février 1925, Fawcett, son fils Jack et leur ami Raleigh quittent Rio. La presse internationale s'emballe. 40 millions de personnes suivent leurs moindres faits et gestes. Les gros titres annoncent une bataille contre des cannibales et les autorités brésiliennes, pressentant le désastre, contraignent Fawcett à signer un document stipulant que si le pays ne revient pas, il ne sera pas tenu responsable. La préparation fut brutale. À São Paulo, ils prennent d'assaut des élevages de serpents, étudient les morsures mortelles et font des réserves de sérum. Pour Jack et Raleigh, cela ressemble à une aventure. Ils tirent sur des alligators depuis les fenêtres d'un train filant à travers les marécages. Mais la réalité les rattrape vite. Au lieu de wagons luxueux, ils se retrouvent sur un bateau fluvial sordide, l'air saturé de sueur et de fumée. La nuit, ils sont attaqués par des essaims de termites et suffoquent sous les assauts des moustiques. Raleigh, qui a failli tout abandonner pour une idylle passagère à Rio, ressemble désormais à un bagnard au visage barbu. Après des semaines de voyage exténuant le long de rivières sinueuses, ils atteignent Cuiabá, un trou perdu aux confins de la civilisation. C'est le dernier endroit où l'on entend encore la voix humaine. Ici, les routes s'arrêtent et la saison des pluies commence. Fawcett est serein. Il est arrivé à destination. Devant lui se dresse la jungle et sa mystérieuse cité, Z. Cuiabá est paralysé par une angoisse lancinante. Tandis que des averses tropicales torrentielles inondent la région, Fawcett ne prend aucun risque. Il se souvient comment la précipitation a failli lui coûter la vie la dernière fois. Ses compagnons, Jack et Raleigh, se comportent comme des garçons en vacances périlleuses. Ils s'amusent à tirer sur des cibles, mangent à satiété et donnent des surnoms amusants aux mules de bas sans vraiment se rendre compte du danger qui les attend. Ils tiennent entre leurs mains des carnets de voyage bien remplis, le seul lien qui les unit au monde qu'ils quittent pour de longues années. Les habitants attisent les rumeurs en racontant les légendes d'une cité mystérieuse, aux fenêtres taillées dans la pierre et aux couloirs illuminés par un gigantesque cristal lumineux.
Fossette boit ses paroles. Pour lui, ce ne sont pas de simples contes de fées, mais la confirmation de sa théorie. Pendant ce temps, le monde entier suit les succès de son rival, le docteur Rice. Il déferle sur l'Amazonie avec des moyens colossaux, hydravions, communication radio et un budget colossal. Tandis que Rice surplombe la jungle, Fossette est soulagé d'apprendre l'essentiel. Son rival n'a pas trouvé la cité Z. Le 14 avril, la chaleur devient insoutenable. La saison des pluies est terminée. Cuyaba elle-même empeste la poudre à canon. Des bandits armés de Winchester tuent pour une poignée de diamants et la police se contente de prendre un café avec les assassins. Fossette trouve un intermédiaire fiable pour faire parvenir les lettres et donne l'ordre de partir. La civilisation est laissée derrière soi. Devant nous s'étend un enfer vert. Le 20 avril 1925, sous les claquements de fouet et les regards admiratifs de la foule, l'expédition de Fossette quitte Cuyaba. Jack et Raleigh sont équipés des technologies les plus modernes, matériel robuste, fusils et machettes en acier anglais de la meilleure qualité. Mais la jungle est indifférente au progrès. La chaleur devient insupportable. Fossette constate que les poissons des rivières sont littéralement en train de bouillir vivants. Le colonel impose un rythme suicidaire. Il semble distancer inexorablement ses compagnons. Un jour, le groupe le perd de vue et passe la nuit dans la terreur, craignant une attaque indienne, tandis que Fossette dort paisiblement dans la forêt, sa selle lui servant d'oreiller. Pour lui, ce n'est qu'une promenade, pour les autres, c'est une épreuve d'endurance. Raleigh s'efface sous nos yeux. Une piqûre de tique transforme le jeune homme joyeux en une ombre maussade. Jack, quant à lui, mûrit, s'imprégnant de la sévérité de son père. Pour prouver son dévouement à la cause, il traverse à la nage, seul, une rivière infestée de piranhas sous une pluie battante, s'attirant ainsi les rares et réticents éloges du colonel. En chemin, ils font halte chez Galvan, un fermier impitoyable et chasseur indien. C'est là que Fossette récupère son talisman, une mystérieuse idole de pierre. Après un mois de voyage exténuant, ils atteignent l'avant-poste de Bakairi, dernier bastion de la civilisation. Là, derrière des barbelés, les survivants des tribus, réduits en esclavage par les autorités, vivent leurs derniers jours. Fossette observe ce déclin avec un mépris non dissimulé. Il comprend, plus loin s'étendent des terres véritablement sauvages, sans loi ni pitié. La véritable descente aux enfers commence ici. L'avant-poste de Bakairi était le dernier bastion de la civilisation. C'est là que les voyageurs rencontrèrent les premiers Indiens, Xingu, des guerriers robustes, armés d'arcs gigantesques. Cette nuit-là, dans une hutte emplie d'une fumée âcre, un événement surréaliste se produisit. Fossette sortit un ukulélé, Jack une flûte, et les notes de musique anglaise s'élevèrent au-dessus de la jungle. Ce fut leur dernier moment de paix. Le 19 mai, Jack eut 22 ans. Après une brève célébration arrosée d'une bouteille de rhum local, l'expédition s'enfonça dans l'inconnu le plus total. Les sentiers avaient disparu. Les machettes s'enfonçaient dans les lianes, les pieds dans une boue putride, et des nuées de moustiques transformèrent la peau en un amas de sang. Le groupe commença à se démoraliser. Raleigh, épuisé par l'infection et la jaunisse, perdit tout courage. Les Fossettes le regardaient avec dédain. Il était devenu superflu dans cet enfer. Devant eux s'étendèrent les terres de tribus belliqueuses. Les Kayapos et les Chavantes ne firent preuve d'aucune pitié, ne laissant derrière eux que des corps mutilés. Fossette, fanatiquement convaincu de la réalisation de son objectif, renvoya le dernier de ses guides. Il proposa à Raleigh de le laisser partir, mais par orgueil ou par peur, celui-ci resta. Le 29 mai 1925, le colonel remit le courrier au Brésilien sur le départ. Son dernier message à sa femme disait « N'aie pas peur de l'échec ». Les trois hommes disparurent dans le mur vert, s'évanouissant à jamais. Des décennies plus tard, des explorateurs modernes, au volant de puissants 4x4, tentent encore de capter un signal GPS dans ces contrées, se frayant un chemin à travers le même enchevêtrement de routes à la recherche de leurs fantômes. Des décennies après la disparition du colonel, un nouveau groupe d'explorateurs s'aventure dans la jungle. Ils sont menés par Tokan, un descendant des chefs Bakairi. La première étape ressemble à un mirage. Au sommet d'un plateau, les contours d'anciennes ruines émergent de la brume. Colonnes, voûtes, tours majestueuses, est-ce vraiment la cité? Non. Ce n'est qu'une cruelle ironie de la nature, l'érosion des roches qui a alimenté des siècles de légendes sur des civilisations dorées. Le voyage se poursuit sur la BR 163, la route la plus dangereuse d'Amérique du Sud. Mais au lieu de la jungle attendue, le désert s'étend à perte de vue. L'Amazonie, que Fossette a connue, est ravagée par les tracteurs,
les forêts sont rasées pour faire place aux champs de soja, et là où s'étendaient autrefois d'anciens sentiers, il ne reste que poussière et cendres. Cette terre est encore imprégnée de sang. Ici, on tue pour sa terre et ses convictions, qu'on soit une religieuse américaine, Bible à la main, ou un archéologue renommé abattu dans un café en bord de route. L'expédition se dirige vers le ranch abandonné de Rio Novo, dernier bastion de civilisation sur la route du colonel. La légende raconte que son chien est revenu seul de là, des mois après la disparition de son maître. Un vieil Indien, dans une hutte ornée d'une peau de jaguar, indique le chemin. Les explorateurs se frayent un chemin à travers les buissons épineux, leurs machettes tranchant méthodiquement l'épaisse barrière de lianes. Soudain, le guide se fige. Tout autour d'eux s'étend un océan de verdure à perte de vue. Aucun bâtiment, aucun signe de vie. Seule l'impression oppressante que la jungle est trop douée pour garder ses secrets. Le guide brandit sa machette et la plante violemment dans le sol. Le bruit sourd du métal contre la brique résonne. Ici, sous une épaisse couche de gazon et de lianes, se trouvait jadis l'entrée d'une vaste demeure. En quelques décennies seulement, la jungle a littéralement englouti l'imposante structure de pierre sans laisser la moindre trace. C'est une découverte terrifiante. Si la ferme moderne a disparu si vite, alors les cités antiques se sont peut-être tout simplement dissoutes dans un enfer de verdure. Alors que l'expédition progresse dans le crépuscule, les légendes refont surface. La disparition de Fawcett a engendré un véritable culte. Des bandes dessinées, des films et même Indiana Jones sont devenus sa source d'inspiration. Les auteurs de science-fiction ont envoyé le colonel dans la cité perdue de Z où il était censé avoir trouvé la paix et le bonheur éternel, mais la réalité était bien plus sombre. Après 2 jours de marche, les explorateurs atteignent un village indien, Bakaeri. À l'ombre des manguiers, les attend Lorinda, une femme menue, au visage ridé comme l'écorce d'un vieil arbre. Elle est la dernière témoin vivante de cette expédition. Enfant en 1925, elle se souvient de 3 grands chrétiens à la longue barbe. Ils passèrent la nuit à l'école du village et à l'aube partirent vers les montagnes. Lorinda désigne d'une main desséchée les sommets lointains. Fawcett était certain qu'un grand danger se cachait derrière ces pics. Les Indiens attendirent longtemps leur retour, mais la piste demeura à jamais déserte. La vieille femme ne comprenait sincèrement pas pourquoi, un siècle plus tard, sa tribu blanche recherchait encore 3 fantômes du passé. Pendant ce temps, en Angleterre, Nina, la femme du colonel, attendait toujours le télégramme, espérant que son mari et son fils aîné avaient simplement du retard. Tandis que Nina Fawcett s'accrochait au moindre espoir dans la lointaine Madère, le monde extérieur sombrait dans la folie. En 1927, le silence de la jungle était toujours insoutenable et les journaux regorgèrent d'histoires horribles, des morts sous les coups de cannibales aux accidents de rafting. Soudain, l'ingénieur français Courteville fit son apparition, affirmant avoir retrouvé le colonel. Selon lui, Fawcett s'était retiré dans la forêt, abandonnant la civilisation pour un paradis sauvage. Furieuse, Nina démasqua ce mensonge, consciente que son mari n'aurait jamais abandonné sa famille sur un coup de tête. Le vide, laissé par l'incertitude, déclencha une véritable frénésie. La Royal Geographical Society fut submergée de lettres de milliers de volontaires. Avocats, marins et même acrobates de cirque étaient prêts à risquer leur vie pour une gloire illusoire ou une simple échappatoire au train-train quotidien. George Dayot, ancien pilote militaire et maître de l'autopromotion, se porta volontaire pour diriger cette expédition. Il transforma les recherches en un spectacle médiatique grandiose, promettant d'utiliser l'intuition d'un Sherlock Holmes. Dayot cherchait des assistants à sa mesure, petits et nerveux, convaincus que les hommes de grande taille gaspillaient leur énergie sous les tropiques. Un nombre incroyable de 20 000 personnes venues du monde entier répondirent à son appel. Le monde entier, retenant son souffle, suivit les préparatifs de l'expédition qui allait soit sauver les héros de l'oubli, soit confirmer définitivement leur mort dans cet enfer vert. George Dayot transforma les recherches en un film à succès hollywoodien. Ironie du sort, après avoir interdit aux hommes mariés de pénétrer dans la jungle, il se maria lui-même quelques jours avant le départ. En février 1928, en pleine tempête de neige, son équipe quitta le même quai où Fawcett avait jadis disparu. À bord du navire, on les appelait les chevaliers de la table ronde, mais au Brésil, l'expédition reçut un tout autre nom, le Club des suicides.
Une immense caravane de 26 personnes et des dizaines de bêtes de somme s'enfonça toujours plus profondément dans la jungle. Diot trouva un guide qui jura avoir accompagné le colonel en personne. Bientôt, de mystérieuses marques en forme de diamant commencèrent à clignoter dans les arbres. La piste de Fawcett se précisait. Le monde entier retenait son souffle suspendu aux lèvres de Diot à la radio, attendant avec impatience son succès. Dans le village Nahukwa, les secouristes restèrent figés de stupeur. Une plaque de laiton du fournisseur britannique de Fawcett était accrochée au cou d'un enfant indien et la malle de voyage du chef Aloïque fut retrouvée dans sa hutte. Mais le chef se comporta de manière suspecte. Son témoignage était confus. Tantôt il rejouait des scènes de meurtre de blanc, tantôt il semblait clairement préparer lui-même une attaque. Lorsque la radio se tut soudainement, les journaux s'enflammèrent de titres alarmistes. Pendant ce temps, dans la jungle, Diot comprit que l'encerclement se resserrait. Des milliers d'Indiens s'étaient rassemblés autour du camp, réclamant des présents désormais introuvables. À la faveur de l'obscurité, n'osant même pas tremper une pagaie dans l'eau, le groupe de Diot se glissa dans ses embarcations. Ils dérivèrent en aval, tandis que les canoës de ceux qui venaient déjà leur prendre la vie passèrent dans l'obscurité la plus totale. À la faveur de l'obscurité, Diot et ses hommes ramèrent avec acharnement. Le dernier message radio, perçant les grésillements, était empreint de désespoir. Fawcett est mort, notre tour est venu. Abandonnant tout leur équipement lourd, ils échappèrent miraculeusement à cet enfer vert. La gloire et des contrats hollywoodiens attendaient Diot à son retour, mais son histoire commença rapidement à se fissurer. Le fils de Fawcett, Brian, découvrit des dizaines d'incohérences, allant de guides fictifs à des preuves douteuses. Le monde fut de nouveau bouleversé en 1932. Un Suisse nommé Stefan Ratten se présenta au consulat britannique. Il jura avoir rencontré dans la jungle un captif endurci, vêtu de peau de bête, qui lui murmura « Je suis un colonel anglais ». Ratten partit à son secours et disparut sans laisser de traces. L'acteur hollywoodien Albert de Winton le suivit dans la jungle. Des mois plus tard, un messager émergea de la forêt avec un billet froissé « J'ai été capturé et je vous implore de m'aider ». On ne revit jamais l'acteur. Des années plus tard, des Amérindiens avouèrent l'avoir trouvé à moitié fou dans une barque et l'avoir simplement assommé à coups de massue. La quête de Fawcett a sombré dans une folie collective. Allemands, Russes, Américains, des centaines d'aventuriers ont pris d'assaut l'Amazonie. Parmi eux, Peter Fleming, frère du créateur de James Bond. Les autorités brésiliennes ont interdit les expéditions, mais le flot d'aventuriers était incontrôlable. Le prix de cette obsession fut terrible. Selon les estimations les plus prudentes, plus d'une centaine de personnes ont péri à la poursuite du fantôme du colonel et de sa cité d'or. Certains, tandis que dans les années 1930, le monde entier fut saisi par une sensation. Un adolescent à la peau blanche et aux yeux bleus fut découvert dans les contrées sauvages de l'Amazonie. Les journaux le proclamèrent aussitôt « Dieu blanc du Xingu » et petit-fils du colonel Fawcett. Dulip, âgé de 17 ans, fut promené dans les villes comme une attraction exotique et les foules se pressaient pour apercevoir le fils de la jungle. Mais la réalité fut brutale. Nina, même lors des décennies, il prétend après l'expédition. Il ne s'agit. Leur site sacré, les chutes d'Afasukugu, a été dynamité pour la construction d'un barrage. Le gouvernement tente d'acheter la loyauté des tribus, les dressant les unes contre les autres. Pour la chef Wajuvi, c'est une condamnation à mort. Si la rivière Kulueni meurt, son peuple mourra avec elle. Au milieu de cette angoisse, la vérité choquante concernant la découverte de Villas-Boas éclata. Tandis que le bateau glissait sur la surface miroitante du lagon vert, Wajuvi désigna la rive. Il s'avéra que les fameux ossements, que l'on croyait depuis des décennies être ceux du colonel Fawcett, appartenaient en réalité au grand-père du chef Mugica. Les Indiens avaient tout simplement exhumé leur ancêtre le plus âgé et l'avaient fait passer pour un Anglais afin de recevoir la récompense promise aux explorateurs, de nouveaux fusils. Tandis que les piranhas capturés se débattaient frénétiquement au fond du bateau, une évidence s'imposa. Le mystère de la disparition de l'expédition de 1925 était bien plus profond qu'on ne l'avait imaginé. Une analyse à Londres a rapidement tranché la question des ossements découverts. La mâchoire et la taille ne correspondaient pas. Le colonel Fawcett était un véritable géant, et les restes appartenaient à un homme plus petit d'une tête. Le chef Wajuvi se contente de secouer la tête. Son peuple n'a pas tué les Anglais, il essayait de les sauver.
Selon les légendes transmises de génération en génération autour des feux de camp, 3 voyageurs épuisés émergèrent de la jungle, troquèrent des couteaux contre du poisson et, ignorant les avertissements concernant les tribus sauvages, prirent la direction de l'Est. Pendant 5 jours, les Indiens aperçurent une fine colonne de fumée au-dessus de la cime des arbres. Le 6e jour, le ciel se dégagea. Le feu du peuple de la mer s'était éteint à jamais. Tandis qu'il cherchait en vain des indices dans la jungle, Nina Fossett perdait peu à peu le contact avec la réalité dans le Londres brumeux. Elle se réfugia dans l'occultisme. Spiritualiste, médium et boule de cristal devinrent son seul réconfort. Lors des séances, certains voyirent le colonel vivant et riant, d'autres suffoquant dans un accès de folie au milieu des lianes. Même les diplomates britanniques les plus austères pâlissaient lorsque la boule de cristal dans les mains du voyant prenait soudain la teinte rouge sang. Peu avant sa mort, Nina confia à son fils Brian le précieux coffret de journaux intimes. L'ingénieur des chemins de fer, las de sa vie monotone et dénuée de sens, ressentit soudain le souffle glacial de l'Amazonie. En feuilletant les pages jaunies pendant sa pause déjeuner, Brian comprit. Son destin était désormais inextricablement lié à ce drame mystérieux. Il décida de tout quitter pour reconstituer les fragments des notes de son père et enfin écrire la fin de l'histoire qui n'avait jamais libéré leur famille de son emprise mortelle. Brian Fossett avait accompli l'œuvre de sa vie, offrant à sa mère ses derniers instants de bonheur avant son décès paisible dans la pauvreté et l'oubli. Mais lui, il ne pouvait s'arrêter. Tandis que les diplomates britanniques le traitaient en privé de fou, à l'instar de son père, Brian survolait déjà l'enfer vert de l'Amazonie. De son petit avion, il larguait des milliers de tracts qui flottaient comme des flocons de neige au-dessus de la cime des arbres. « Jack, si tu es vivant, lève les mains !» La jungle ne répondit que par un silence indifférent. Un jour, le cœur de Brian se serra. À travers ses jumelles, il aperçut les tours, les rues et les pyramides de cette même cité Z. Mais à mesure que le pilote approchait, la métropole mystique se mua en une simple crête de grès érodée. L'illusion se dissipa. En feuilletant les archives de son père, Brian comprit avec horreur la vérité. Au terme du voyage, le colonel n'avait pas cherché un site archéologique, mais l'entrée d'une autre dimension, la mythique Loge Blanche, la cité perdue de l'Atlantide. 3 vies humaines furent sacrifiées sur le bûcher des hallucinations et des théories occultes de Blavatsky. Pourtant, la légende s'est avérée plus forte que la réalité. Aujourd'hui, dans les montagnes du Brésil, Fossett est vénéré comme une divinité. Des sectes mystiques attendent des années la découverte de tunnels et de portails souterrains, persuadés que le colonel n'est pas mort, mais a rejoint un autre plan d'existence. Des fanatiques modernes planifient encore des expéditions sans retour, espérant trouver la jeunesse éternelle dans le royaume éthéré de l'incroyable. Mais derrière chaque expédition vers l'inconnu se cachent des destins brisés, des épouses abandonnées, des corps ravagés par la fièvre et la propre prophétie amère de Fossett. Les dieux rendent vraiment fous ceux qu'ils cherchent à anéantir. L'obsession du colonel Fossett devint un virus qui, un siècle plus tard, continue de contaminer de nouveaux chercheurs de vérité. Mais derrière les belles légendes de portail se cache une dure réalité, des jungles putrides et des questions sans réponse. Pour éclaircir les zones d'ombre de cette histoire tragique, l'explorateur se rend au cœur de l'Amazonie chez la tribu Kwikuro. Son seul indice, l'archéologue Michael Eckenberger, un homme si profondément imprégné de la culture locale qu'il fut officiellement adopté par un chef indien. Le chemin menant à la résolution de ce mystère traverse un véritable enfer vert. Ce n'est pas une quête héroïque, mais une lutte exténuante et humiliante contre la boue, les moustiques et la fièvre tropicale. À un moment donné, complètement perdu dans une mangrove inondée, le chasseur de fantômes de Fossett éclate en un cri. Il maudit le colonel pour son fils disparu, Jack pour ses compagnons abandonnés et pour la lettre Z elle-même sur la carte. Désormais, il ne s'agit plus d'un but, mais d'une cruelle moquerie de l'esprit humain, attirant une nouvelle victime dans un piège. Mais la jungle a le don de transformer la colère en clémence. Des enfants indiens rieurs surgissent de soudain des hautes herbes, tels des esprits de la forêt. Ils portent littéralement le voyageur épuisé dans leurs bras jusqu'à un village où le temps semble s'être figé il y a 1000 ans. Là règne Afukaka, un chef colossal aux bras puissants et au regard sévère. Dans sa hutte, la réalité se fissure enfin. Au son hypnotique des flûtes de bambou, des guerriers, le corps peint de motifs rituels d'anacondas et de jaguars, pénètrent dans le cercle. Dans cette danse d'ombres et de sueurs,
la quête de la cité perdue prend un sens nouveau, presque tangible. Le mythe ne se cache plus dans les pages jaunies des journaux intimes. Il respire encore, juste sous vos yeux. Au son vibrant de flûtes de bambou de 3 mètres, guerriers et jeunes filles, parés de colliers de coquillages, tournoient dans une danse rituelle, apaisant les esprits des poissons. Le temps semble suspendu, mais le chef Afukaka les ramène à la dure réalité. Il est certain que le colonel Fossette n'a pas disparu dans une autre dimension. Son détachement a très probablement péri sous les coups des féroces tribus Suya ou Chavantes. Mais la jungle recèle des secrets bien plus tangibles que les vieilles légendes. Soudain, un homme surgit du fourré, tel un fantôme des bois. C'est Michael Eckenberger, un scientifique qui a survécu 13 ans dans cette nature sauvage, luttant contre le paludisme et les parasites pour prouver l'impossible. Alors que le reste du monde considérait l'Amazonie comme un gouffre archéologique, il recherchait des traces du passé. Michael conduit le groupe au cœur de la forêt, où une véritable sensation se cache sous une épaisse couche de végétation. Un coup de machette tranche les lianes et un fossé gigantesque apparaît sous vos yeux. Il ne s'agit pas d'une anomalie naturelle, mais d'une immense tranchée défensive creusée il y a 900 ans. On trouve partout de la terre noire et des fragments de poterie ancienne. Fossette avait raison, l'Amazonie n'a jamais été un désert vert. Eckenberger a découvert un réseau de 20 agglomérations, reliées par des routes de 45 mètres de large. Des ponts chaussés, des canaux et des places, construits selon une géométrie rigoureuse, témoignent de l'existence d'une civilisation d'une grande complexité. La légendaire cité de Z n'était pas un mythe d'or et de pierre. C'était un gigantesque organisme de bois et de terre, englouti par la forêt tropicale mais jamais entièrement digéré. Fossette se tenait littéralement au seuil de sa découverte, ignorant que les ruines d'un grand empire reposaient depuis longtemps juste sous ses pieds. Ces établissements n'étaient pas de simples campements de sauvages. Le niveau d'ingénierie et de mathématiques y rivalisait avec celui de l'Europe médiévale. Chaque centre abritait des milliers de personnes, plus que Paris à l'époque. Mais au lieu de pyramides de pierre, ils érigèrent des monuments horizontaux, des routes, des canaux et des ponts d'une perfection absolue, aujourd'hui visibles uniquement par satellite et radar laser. Les technologies modernes ont bouleversé notre compréhension de l'histoire. Des découvertes dans des grottes brésiliennes ont prouvé que ces contrées sauvages étaient habitées il y a 10 000 ans, soit 2 fois plus longtemps que ce que la science pensait jusqu'alors. De plus, c'est là que les plus anciennes céramiques du continent ont été découvertes. Cela change tout. L'Amazonie n'était pas une impasse évolutive, mais un puissant foyer de diffusion culturelle à travers l'Amérique du Sud. Mais comment nourrir des millions de personnes dans ce désert verdoyant? La réponse se trouve juste sous nos pieds. La Terra Preta est une terre noire artificielle unique, créée par les populations autochtones à partir de charbon de bois et de matières organiques. Elles ont littéralement remodelé le paysage pour répondre à leurs besoins, transformant une forêt tropicale aride en un jardin luxuriant. Aujourd'hui encore, les villages de la tribu Kwikuro perpétuent l'esprit de cette grandeur passée. Leurs huttes sont construites selon la géométrie rigoureuse de plans anciens, même si leurs habitants en ont oublié la fonction. Les potiers façonnent des pots identiques à ceux qui gisaient enfouis dans le sol il y a 1000 ans. Le Grand Empire n'a pas complètement disparu. Il s'est dissous dans ses descendants, qui continuent de danser sur les mêmes places où se tenaient jadis leurs ancêtres. Au cœur des impénétrables fourrés de l'Amazonie, se dressaient jadis non pas de misérables huttes, mais de majestueuses maisons à 2 étages, alignées en rangées parfaites et infinies. Des milliers de personnes empruntèrent de larges boulevards, des ponts et des digues, passant d'un village à l'autre. Il ne s'agit pas d'un fantasme, mais d'une réalité cachée, perçue le premier par le colonel Percy Fossette. Au début du XXe siècle, il devint le dernier grand explorateur solitaire, complétant les cartes avec pour seuls outils une machette et une boussole fiable. Tandis que ses concurrents fortunés, comme Alexander Rice, sillonnèrent la jungle à bord d'avions modernes et équipés de radios, Fossette ne comptait que sur son endurance primitive. Il était obsédé par la recherche d'un royaume perdu, qu'il baptisa succinctement la cité de Z. En 1925, le colonel, accompagné de son fils aîné, Jack, et de son ami, Raleigh Rimmel, disparut à jamais dans cet enfer vert. Ce voyage tragique entra instantanément dans la légende. La disparition de l'expédition a donné naissance à des dizaines de légendes et à de périlleuses missions de sauvetage, coûtant la vie à de nombreux aventuriers désespérés. Certains ont cherché pendant des années des traces de l'expédition dans des villages reculés.
tandis que d'autres croyaient sincèrement à l'histoire du mystérieux dieu blanc Zingu. Mais la vérité s'est avérée bien plus grande que n'importe quelle fantaisie. Aujourd'hui, les archéologues confirment que le monde que Fawcett a vu dans ses visions a bel et bien existé. Le Grand Empire n'a pas disparu sans laisser de traces. Il a laissé derrière lui un réseau routier d'une précision géométrique et des échos d'anciens rituels qui résonnent encore dans la jungle. Pour reconstituer le récit de cette folie, il a fallu ouvrir les archives que la famille de Fawcett avait conservées précieusement pendant des décennies. Les journaux intimes du colonel, les lettres de ses compagnons et même les écrits secrets de sa femme, tout cela prenait la poussière dans des collections privées depuis des années, à l'abri des regards indiscrets. Longtemps, le monde s'est contenté de légendes, mais à présent, la terrifiante vérité a été révélée, consignée de la main même des participants à cette expédition funeste. Chaque mot ici n'est pas une fiction, mais une citation tirée de carnets jaunis. Ces documents nous permettent de reconstituer pas à pas le chemin vers l'abîme à partir de faits que l'on croyait perdus. Le mystère de la cité de Z se dessine enfin clairement, émergeant de l'épais brouillard de la forêt amazonienne et de siècles de silence.